Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut, salut, salut. Un joyeux début de semaine à vous tous, la famille. Donc, comme d'habitude, ça ne s'arrange pas. La vidéo elle bug, la caméra elle bug. Mais tant que ma voix elle est fluide, c'est le plus important. Et tant que vous voyez ce qu'il y a dans mon écran, c'est le plus important. Et je devrais enlever la caméra parce qu'elle stresse. Je dois l'enlever là, donc je vais l'enlever à la prochaine vidéo. Salut à vous tous encore une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes carrés. Donc, une autre vidéo statique pour vous. Je ne sais pas si demain, donc je préfère vous prévenir à partir de maintenant. Je ne sais pas si demain je vais voyager. Là, juste à Marrakech là. Pour un petit 3 jours, 4 jours jusqu'au week-end. Donc sûrement il n'y aura pas de vidéo statique pendant le restant de la semaine. So voilà quoi, so, juste je vous préviens au cas où, ou bien je pars demain ou bien je pars jeudi. Dans tous les cas je vais partir cette semaine, donc il y aura un petit 3 4 jours, un trou de 3 4 jours, donc il n'y aura pas vraiment de contenu. Mais je serai sur le Discord, je serai sur Twitter, je serai partout quoi. Donc je pourrai faire mon téléphone, je pourrais même streamer avec mon téléphone. Et je pourrais faire un stream par exemple le jeudi ou vendredi et vous me posez des questions, des choses comme ça sur YouTube. Donc ça peut se faire, mais pas les vidéos comme je fais d'habitude. Donc anyway. Mais normalement j'ai un stream hier sur le Discord, pas hier, j'ai un stream sur le Discord demain à 21 h heure française. Donc j'aurai pas le choix de l'annuler parce que je dois préparer du contenu, etc. si je pars demain. Sinon, j'ai un stream ce vendredi à 21 h heure française sur Twitch. Donc lui, je peux le faire juste avec mon téléphone, il n'y a aucun problème. Et après, voilà, on se pose des questions. Si vous avez des questions, vous me les posez, blablabla, on chill. Et voilà quoi. Sinon, des vidéos statiques, il n'y en aura pas parce que j'aurai pas mon ordinateur avec moi. Ouais, bien sûr, je peux avoir mon laptop. Mon laptop, il est derrière là-bas là. Mais c'est un vieux laptop de merde, c'est pour ça que je dois acheter un nouveau laptop. Lui, il va juste me stresser plus qu'autre chose. So, bien, on commence live. Et là, ça parle purement XRP, les gars. Si vous voulez savoir... ouais, j'ai une surprise pour vous. J'ai une belle surprise pour vous. Ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à publier des anciennes vidéos. Donc, parce que j'ai une grande bibliothèque dans le Discord. Plein de vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces vidéos-là et je vais les mettre sur YouTube. Mais seulement les membres de YouTube qui ont accès à ces vidéos-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'informations sur ces vidéos-là. Ok? Donc, si tu es un membre de YouTube, tu peux avoir accès à une bibliothèque incroyable de vidéos que tu n'as jamais vues, que je n'ai jamais présentées. Et c'est des vidéos qui durent depuis 2021. Donc, ça fait très longtemps. Mais bien sûr, ça va améliorer votre compréhension et votre apprentissage. So, ça va commencer à partir d'aujourd'hui ou demain. Donc, je vais balancer une série de vidéos que ma communauté elle a déjà vu, etc. Ça fait très longtemps. Et je vais les balancer pour les gens de YouTube parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes, etc. Elles ne savent pas comment ça se passe. So, ce genre de vidéos vont les aider. Mais pour les écouter, pour les regarder, pour regarder la rediffusion, etc., il faut être un membre de ma communauté YouTube. Ok, pas Discord, YouTube. Donc, mais si tu es sur le Discord, bah, tu auras accès à ces vidéos-là. Donc, non seulement tu auras accès à des vidéos, mais tu auras accès aussi à des vidéos nouvelles, et des streams, etc. en privé. So, je préfère que tu sois sur le Discord mieux que être un membre sur YouTube. Mais si tu n'as pas envie d'être sur le Discord, un membre de YouTube, c'est déjà assez. Parce que tu auras quand même plein de vidéos qui vont améliorer ton apprentissage. Donc, on commence live sans trop perdre votre temps. Et premier truc, les clients HSBC peuvent désormais payer leurs factures hypothécaires avec XRP et Shiba bien sûr. Donc dans un tweet récent, FCF Pay, un important processeur de paiement cryptographique, a fait une annonce passionnante pour les clients HSBC, tu vois. Ce n'est pas HSBC, c'est le fournisseur de paiement qui propose des paiements avec XRP. Tu comprends? Et HSBC, elle accepte, aucun problème. Mais c'est le fournisseur de paiement qui est connecté avec la technologie Ripple ici. Pas HSBC. Bien sûr, HSBC, c'est une banque, elle peut utiliser le XRP Ledger, elle peut utiliser XRP, etc. Mais à travers ce fournisseur de paiement, ce processeur de paiement cryptographique, HSBC peut bien sûr proposer des paiements avec XRP.
On avance. Là, ça bug d'une façon incroyable. Là, waouh. Plus précisément, la plateforme a annoncé que les utilisateurs de HSBC peuvent désormais payer leurs factures hypothécaires et leurs prêts en utilisant diverses crypto-monnaies via la plateforme FCF Pay. Donc, il n'y a pas que XRP, mais on en parle ici de Shiba et de XRP ici. La déclaration disait: nous sommes ravis d'annoncer que les utilisateurs HSBC peuvent payer leurs factures hypothécaires et leurs prêts avec des crypto-monnaies via FCF Pay. C'est ce que je vous dis depuis toujours. On n'aura plus besoin de vendre nos cryptos avec le temps. On n'aura plus besoin de les vendre. Maintenant, est-ce que monsieur, madame, tout le monde vont aller acheter la crypto pour payer avec la crypto? Monsieur, madame, tout le monde s'en foutent de la crypto. Sinon, ils seraient déjà dans la crypto en ce moment. Ils seraient comme nous. Mais 99% des gens s'en foutent de la crypto, ne veulent même pas investir, etc. Donc là, ils sont en train de proposer ce genre de fonctionnalité aux gens qui détiennent des cryptos. Donc nous, les gens qui détiennent des cryptos, au lieu de les vendre, au lieu de se faire taxer, au lieu de faire ci, hey, check, tu peux utiliser ces cryptos-là, tu peux payer avec. Mais monsieur, madame, tout le monde, les 99% là, des gens là, qui s'en foutent de la crypto, qui ne connaissent même pas la crypto, ne vont jamais utiliser la crypto pour payer. C'est juste les investisseurs dans la crypto, ceux qui connaissent la crypto, ceux qui holdent la crypto, au lieu d'attendre qu'elle monte et après on la vend, ben, on peut l'utiliser comme une méthode de paiement. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui va l'utiliser comme une méthode de paiement. C'est les CBDC. Oui, ils vont utiliser les CBDC comme une méthode de paiement. Oui, ils vont utiliser les stablecoins comme méthode de paiement. Mais ils ne vont pas utiliser XRP, Shiba Inu, XDC ou je sais pas quoi. Tu vois. Ça, c'est à part si tu es investisseur, tu vas connaître ça. Si tu n'es pas un investisseur, tu ne vas jamais connaître ça. Ah là, ah ok. Donc il y a Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Doge, Shiba Inu. Ok, il n'y a pas que Shiba Inu et XRP. Rembourser des prêts avec Shiba Inu et XRP. La notification implique que les clients du géant bancaire mondial HSBC, et en plus il y a un PDF de HSBC qui parle de Ripple, qui parle de XRP Ledger, qui parle de XRP. Hein, donc, et en plus, un des membres exécutifs de HSBC est Chris Larsen, le cofondateur de Ripple. Le tweet a en outre révélé la variété de crypto-monnaies disponibles pour le paiement des factures hypothécaires via le portail FCF Pay. Ceci inclut XRP, SHIB, Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. La plateforme a confirmé que davantage d'actifs numériques sont également pris en charge pour le service. Selon le portail de paiement de facture de FCF Pay, le processus de remboursement du crédit immobilier ne nécessite que 3 procédures. Cela implique de sélectionner un bénéficiaire, d'ajouter les informations de facturation et d'envoyer le paiement crypté. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption. On facilite les choses. Et on aura plus d'activités, plus de transactions, plus de paiements, plus de... Tu vois, FCF Pay prétend exécuter les processus souterrains pour l'envoi des paiements dans les 48 heures. Le processeur de paiement crypto facture 2% de la facture et des frais légaux de 3 $. Les utilisateurs de FCF Pay verraient la transaction de paiement sur le relevé bancaire dans un délai de 2 jours ouvrables. Selon la divulgation, FCF Pay prend en charge tous les portefeuilles cryptographiques, y compris les échanges centralisés. Ah, ok, nice. En outre, il a confirmé qu'il ne se connecte pas au portefeuille cryptographique des utilisateurs, donc Ledger, Decent, etc. Nous ne connectons pas à votre portefeuille. Votre portefeuille reste donc en sécurité. So, il ne touche jamais vos Decent, vos cold wallets. Mais ils peuvent se connecter aux échanges. Il convient de mentionner que le service de paiement crypté de FCF Pay est actuellement limité aux résidents des États-Unis. Donc, il n'y a que les États-Unis pour l'instant qui peuvent utiliser le FCF Pay à travers HSBC pour payer leurs prêts hypothécaires et leurs crédits. Mais ça va venir partout, ça va être en Europe, ça va être partout, c'est sûr, c'est juste une question de temps. Entre-temps, il a révélé son intention de soutenir d'autres juridictions à l'avenir, notamment le support de XRP et Shiba Inu sur les remboursements hypothécaires, fait suite à la récente notification de la société pour un service similaire. Plus précisément, The CryptoBasic a rapporté que les Texans peuvent désormais exploiter Shiba Inu pour leurs factures d'énergie. Ah ouais, ok. Donc ils peuvent payer leurs factures d'énergie avec Shiba. Et là maintenant avec XRP, ils peuvent payer leurs prêts hypothécaires et bien sûr leur crédit avec HSBC. Et ça... Pourquoi on a eu ça avec XRP? Si on n'avait pas la clarté dans le jugement sommaire, je ne pense même pas que XRP aurait été dans la liste. Le fait que maintenant XRP il a la clarté aux États-Unis, bah, il est sur la liste et on va voir beaucoup plus de choses comme ça pour XRP. Et ça, c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle pour moi. Vous devriez tous être contents, tu vois, parce que si ça commence aux États-Unis, et HSBC, c'est une compagnie, c'est une banque mondiale, donc forcément, ça va venir en Europe, en Afrique, en Asie, etc. Ethereum Insider déclare que le discours de Hinman vivra dans l'infamie, alors que la SEC cache plus que des motivations. Donc, comme vous le savez, le discours de Hinman en 2018, c'est ça qui a fait exploser Ethereum. C'est ça qui a créé des nouveaux riches, énormément de nouveaux riches, d'une façon incroyable. Vous connaissez Steven Nerayoff, d'après John Deaton, il va venir dans son TV show.
L'un des premiers conseillers d'Ethereum commente la remarque de Hinman du 14 juin 2018, affirmant que la date du fameux discours restera dans l'infamie. Steven Narayoff, un éminent conseiller défenseur des crypto-monnaies, a fait une allégation choquante concernant le tristement célèbre discours William Hinman, ancien directeur de Corporation Finance de la SEC. Donc là, maintenant, on parle de Ethereum. Tu vois, on parle de Ethereum, mais il te mélange ça avec XRP. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, Digital Asset Investor XRP. Juste écrit Digital Asset Investor Ethereum. Parce qu'on voit clairement que Ethereum te casse les couilles. On voit vraiment que Ethereum, t'es possédé par Ethereum. On voit, c'est incroyable. Tu vois, donc là, maintenant, ils te mettent un truc de Ethereum, tu vois, qui a rapport juste avec Ethereum. Ils te le mélangent avec XRP, XRP Ledger. C'est quoi le rapport avec XRP, XRP Ledger? Le seul rapport ici, c'est que, ok, Ethereum a acheté certaines personnes dans la SEC. Ils ont mis l'accusation sur Ripple et XRP. C'est bon. Après 3 ans, la XRP, il a la clarté. Qu'est-ce qu'on s'en fout après? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que William Hinman il a dit? Qu'est-ce que Ethereum a fait? Qu'est-ce que Vitalik a fait? Je l'ai expliqué ça hier. Pour de vrai, ça devient... Et là, on a des vidéos. On est en train de regarder des vidéos. Ah ouais, tanana, Hinman, Jay Clinton, tanana. Les gars, vous vivez dans le passé, là. Oh, vous vivez en 2018, c'est bon, là. Laissez ça derrière vous, avancez. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, pour de vrai? Regardez comment le XRP Ledger, il est en train de se développer. Regardez la nouvelle version qui arrive. Regardez les IMM qui s'en viennent. Regardez, d'ici 2027, d'ici 2028, on parle de 750 milliards de dollars juste en CBDC. De valeur juste en CBDC. Ou je sais pas combien de... Non, de paiement transfrontalier, pas de CBDC. Les CBDC arrivent, d'autres valeurs. La tokenisation qui prend de l'ampleur. Come on, man. Qu'est-ce qu'on s'en fout avec Ethereum? Qu'est-ce que William Hinman a dit? Ou qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ou est-ce qu'il va rentrer en prison? Bro, c'est pas ça qui va faire pomper XRP. C'est ce que j'ai expliqué hier. Voilà, ça devient vraiment stupide. Et en plus, regarde, tu as juste Digital Asset Investors. C'est les influenceurs américains les plus gros, tu vois. Moi, je pense qu'ils ont perdu le focus. Ils ont perdu le focus et ils sont devenus, comme je t'ai dit, ils sont devenus des agents de FBI, quoi. Donc encore une fois, tu vois, il convient de mentionner que le FBI, je viens de parler des FBI, waouh. Il convient de mentionner que le FBI a accusé Narayoff d'extorsion présumée en 2019. Cependant, les autorités ont abandonné l'affaire en mai 2023. 4 mois après le retrait de l'affaire, Narayoff a allégué que le FBI l'avait ciblé en raison de sa connaissance d'Ethereum ICO, blablabla. Tu vois, tout ce que je lis ici, là, nous a servi à absolument rien. J'aimerais juste savoir si seulement ça nous sert à quelque chose, il n'y a aucun problème, je vais le lire et je vais expliquer. Ça nous sert absolument rien. La seule partie ici, c'est écrit les passionnés de XRP réagissent pour renforcer la nouvelle FOIA de Oversight. Donc, comme prévu, le développement a suscité des réactions. Les passionnés de XRP soulevant les problèmes concernant une corruption potentielle au sein de la SEC. Et après, malgré la corruption potentielle au sein de la SEC, ton actif que tu aimes le plus, il a eu la clarté. Donc la corruption au sein de la SEC n'a pas vraiment détruit ton investissement. Donc la corruption, on s'en fout totalement de la corruption, mon frérot. Oui, c'est sûr que ça fait chier. Oui, c'est sûr qu'elle a retardé un peu les choses. Mais les choses se débloquent. Donc pourquoi rester concentré sur cette corruption de la SEC et Jay Clinton et William Hinman? Qu'est-ce qu'on s'en fout? La vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah ouais, ils nous ont fait perdre 2 ans. Comment ça, ils t'ont fait perdre 2 ans? En 2 ans, on a vu les XRP Ledger se développer d'une façon incroyable. Donc pour moi, on n'a pas perdu 2 ans. On a eu des nouvelles sur des nouvelles banques centrales. James Wallace qui parle avec 20-30 banques centrales de plus. Comme sérieux, elle est où la perte de 2 ans ici, là? Non, il n'y a rien. Donc oui, corruption, oui. Oui, je suis d'accord que Ethereum et les gens derrière Ethereum vont en justice. Mais je ne vais pas suivre ça. Je ne vais pas tweeter que sur ça. Je ne vais pas parler que de ça. Parce que ma communauté et ma job, c'est faire de l'argent aux gens. Ma communauté et ma job, pour ma communauté et pour ma job, c'est trouver des opportunités, c'est faire de l'argent aux gens, c'est les éduquer sur la nouvelle technologie. Pas leur faire un TV show. Ah, Joseph Lubin va aller en prison, Vitalik Buterin est stagiaire chez Ripple. Qu'est-ce que ça va faire ça dans ta vie? C'est un détail, c'est un plus, il n'y a aucun problème. Tu peux le connaître, tu peux le savoir. Tu peux suivre ça en parallèle si tu n'as rien à faire. Mais 99% de ton temps doit être focusé sur la recherche de nouvelles opportunités, doit être focusé sur le retour sur investissement, la gestion de risque, etc. Pas des films et des dramas pour « Ah ouais, c'est bon, ouais, Ethereum, oui. » Frérot, tu vois, moi je suis pas d'accord, Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'une communauté qui a rapport avec l'investissement doit et rester concentré sur les opportunités, l'argent,
trouver des opportunités, investir, apprendre sur le gold, apprendre sur le silver. Ils ne te parlent même pas de métaux précieux, ces gens-là. Au lieu de parler du gold et au lieu de parler de silver, au lieu de parler du fondamental, au lieu de parler de les banques vont tomber, au lieu de parler de la crise de liquidité, au lieu de parler de tout ce bordel pour savoir comment on va se positionner, toi, tu es en train de me casser les couilles avec Ethereum. Tu es en train de me casser les couilles avec William Hinman. Tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Donc, ça dit quoi ici? Donc, voilà, l'avocat pro XRP Bill Morgan, blabla, ok, ça parle même pas de XRP. L'avocat représentant des milliers de détenteurs de XRP, tu vois, ça parle même pas de XRP, il n'y a rien qui parle de XRP. Là, maintenant, ils ont changé le cap vers Ethereum, tu vois. Donc, John Deaton, maintenant, il est là, il veut être le super-héros qui va faire tomber Ethereum. Pas le réseau Ethereum, mais les gens derrière Ethereum. Donc là, c'est vraiment une mission pour lui. Et bien sûr, cette mission-là va lui ramener de l'argent parce que beaucoup de monde sont intéressés par cette histoire. Et ça ramène beaucoup plus d'engagement, donc, yeah, normal. Xoom va utiliser la fonctionnalité CTID dans XRP Ledger V1.12. Donc, c'est la nouvelle version du XRP Ledger qui va voir le jour le 30 septembre. Donc, cette semaine, la semaine prochaine. Une nouvelle version qui va avoir des nouvelles fonctionnalités comme le CTID, comme Clawback, comme les AMM. Donc, pour une identification facile des transactions. So, Xoom qui continue à se développer, ça c'est une magnifique chose parce que c'est le meilleur wallet pour XRP et pas que pour XRP, pour d'autres actifs avec le temps. Un wallet qui est connecté directement au XRP Ledger, donc tu peux faire des swaps, des transactions rapides, tout ce que tu veux, c'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur wallet. Xoom, le portefeuille autonome basé sur l'XRP Ledger développé par XRP Ledger Labs, devrait tirer parti de la fonctionnalité CTID introduite avec la dernière version XRP Ledger, la version 1.12. Weston Wine, développeur Xoom et fondateur de XRP Ledger Labs, a partagé cette nouvelle sur X. Il a révélé qu'avec la prochaine version 2.6 de Xoom, attendue dans quelques semaines, les utilisateurs bénéficieraient de la fonctionnalité CTID lorsqu'ils utilisent un explorateur de réseau ou partagent son lien. Le CTID ou Concise Transaction Identifier est un pas en avant dans l'identification des transactions sur l'XRP Ledger. Wind a expliqué que le CTID est nettement plus court qu'un hachage de transactions et inclut les informations essentielles d'identification du réseau. Donc c'est comme voilà, c'est comme le TXD. Tu sais le TXD, tu sais quand je te dis par exemple envoie-moi l'adresse de transaction par exemple, c'est ça le TXD. Tu cliques dessus, tu peux voir le réseau, tu peux voir comment l'argent s'est déplacé, de quel réseau à quel réseau, etc. Donc là maintenant, on aura une meilleure identification du réseau. Donc on aura des meilleures informations qui seront sur cette identification du réseau. Tu vois, meilleur que le hashage. Donc quand on parle de hashage, on parle du Bitcoin. Donc les informations essentielles d'identification du réseau qui sont sur le Bitcoin, avec Xoom, ça sera meilleur. On aura des meilleures informations essentielles d'identification du réseau pour savoir la transaction, elle est passée par quel réseau, etc. etc. Donc c'est cool, c'est un bon développement ici. Cet identifiant compact permet à Xoom de sélectionner l'explorateur et le réseau approprié avec une précision extrême pour chaque transaction. Il s'agit d'une étape visant à rendre les transactions XRP Ledger plus accessibles et plus conviviales. Ok, donc ça c'est encore plus poussé que ça. Moi je pensais que c'était juste pour avoir les informations essentielles d'identification du réseau. Mais en fait c'est pour améliorer les transactions sur l'XRP Ledger. Ok, nice. De plus, Wind a confirmé que BitHump, l'un des explorateurs XRP Ledger, et bien sûr c'est un processeur ODL, les plus importants est déjà entièrement compatible avec la fonctionnalité CTID. Il a précisé que le CTID ne sert pas uniquement à des fins de reporting, donc on fait des reporting, c'est ça, je pense que vous avez compris. Il s'agit d'une référence unique à une transaction, offrant une alternative à l'ancien et lent hachage de transactions qui manquait d'informations sur le réseau. Un membre de la communauté a remis en question la possibilité d'avoir des teneurs de marché automatisés AMM sur Xoom. Notez que le XRP Ledger s'attend à une fonctionnalité AMM à la fin du vote sur la gouvernance. Je suis sûr et certain qu'on pourra fournir de la liquidité, donc mettre nos XRP dans des pôles de liquidité à travers Xoom. Je suis sûr et certain. Wind a assuré à la communauté que Xoom cherchait à être complet en matière de signature. En conséquence, ils ont l'intention d'ajouter la signature AMM à l'avenir. Boom. Conformément à leur politique consistant à garder Xoom simple tout en permettant une intégration facile à des plateformes spécialisées AMM. Voilà, donc on aura accès à des pôles de liquidité à travers Xoom. Tu n'auras même pas besoin d'aller sur le XRP Ledger et connecter avec Decent et Ledger à ton XRP Toolkit, etc. Qu'est-ce que le CTID? Pour de vrai,
Je savais même pas c'était quoi le CTID. Et même là, ici, là plus haut, là j'ai dit une connerie, là pour de vrai, là je m'excuse. Mais là, je me suis corrigé parce que là on parle de améliorer les transactions sur le XRP Ledger. Ok, donc c'est ça le but. L'annonce de Wine s'appuie sur les remarques antérieures à TQ. Un développeur XRP Ledger, TQ a fourni le contexte de la fonctionnalité CTID, expliquant qu'elle a été proposée par Richard Holland, développeur Hooks et CTO chez XRP Ledger Labs, et Ryan Molly, fondateur de Crossmark. Crossmark, c'est un wallet. Donc, c'est un wallet basé sur le XRP Ledger lui aussi. Et Hooks, donc vous le savez, c'est les crochets qui s'accrochent sur le XRP Ledger pour ajouter d'autres fonctionnalités. Tu vois, donc, on peut accrocher le XRP Ledger à d'autres réseaux. TQ a confirmé que la fonctionnalité CTID était fournie avec la version 1.12 ondulée. Selon lui, cela ouvre la voie à une approche standardisée de la façon dont les transactions sont définies de manière unique sur divers réseaux basés sur le XRP Ledger. Le CTID se compose de 4 éléments. Un C initial, un index du grand livre, un index des transactions et un identifiant de réseau. Ces composants, représentés sous forme hexadécimale, se combinent pour former un identifiant de transaction de 16 caractères. Un exemple est... Ah, ok, c'est ça. C'est un identifiant de transaction. Ok, ça n'améliore pas les transactions comme ils ont dit ici. C'est un meilleur identifiant de transaction. Donc, c'est un identifiant de transaction qui regroupe le nom du réseau, les composants, l'index des transactions, l'index du grand livre, etc. etc. Ok, donc c'est un meilleur identifiant de transaction. Ok. L'inclusion du ID réseau dans le CTID élimine le risque de collision entre plusieurs réseaux, garantissant une identification précise des transactions. L'identification d'une transaction nécessitait de connaître sa valeur de hachage, qui manquait de détails sur le réseau CTID, résout ce problème en fournissant un identifiant court et inclusif pour le réseau. Bah, ça, c'est comme si vous partez sur Eatscan, par exemple. Eatscan, et là, tu mets l'adresse. Tu mets ton adresse, par exemple, ici, là. Tu vois? Attends, ça prend du temps, je suis désolé les gars. Tu mets ton adresse ici sur Ethereum Scan. Putain, waouh, ça prend énormément de temps. Waouh. Ah, cette vidéo, elle est horrible. Cette vidéo est horrible. Ok, il marche pas là, Etherscan? What the fuck? Ok. Ça marche pas. Ok, ça marche pas, Etherscan. Bref. Tu sais, quand vous rentrez sur Etherscan, ou tu sais quoi, on va aller sur XRP Scan. XRP Scan. Voilà. XRP Scan. Et tu mets ton adresse de XRP. Et quand tu mets ton adresse de XRP, bah, tu as plein d'informations. Tu as plein d'informations. Tu as là où tu as envoyé l'argent, etc., etc. Donc, et si tu as envoyé... Voilà, c'est ça, cette transaction. Tu vois cette transaction-là, là, ce hash, là, ça... Ah, voilà, c'est exactement ça. Là, maintenant, vous avez compris. Ah, là, maintenant, c'est clair. Tu vois le hash, là, ça parle de ça, en fait. Ça parle de ça. Tu vois, c'est tellement lent. Et comme ils ont dit, ça peut se perdre. Ça peut... Voilà, il y a plein de choses, tu vois. Donc là, on aura un meilleur identifiant de transaction. Donc, au lieu d'avoir ce hash plein de chiffres comme ça, ben, on aura que ça. Voilà, un petit truc comme ça, petit, là. Et ça va venir avec la nouvelle version du XRP Ledger Rippled 1.12. Donc voilà, là, on a compris. Nous deux, on a compris maintenant. Même moi, j'ai compris. Là, je viens de comprendre. Ok. Donc, cette fonctionnalité rationalise la récupération des informations sur les transactions pour les portefeuilles et rend les transactions XRP Ledger plus accessibles aux utilisateurs. La fonctionnalité CTID est l'une des fonctionnalités intéressantes introduites avec la dernière version XRP Ledger ondulée 1.12 aux côtés des clawbacks et des AMM. Nice. Pour de vrai, j'ai hâte au AMM. J'ai hâte au AMM. Les gars, vous n'avez pas idée. Je ne sais pas si on pourra les utiliser à partir du mois d'octobre. Mais on dirait, parce que si les AMM ils sortent avec la nouvelle version sur l'XRP Ledger, ça veut dire que voilà, ils sont en live là, ça veut dire qu'on peut les utiliser. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura les pools de liquidité déjà prêtes ou pas. Peut-être quelques mois après, on pourra devenir des fournisseurs de liquidité. Mais pour de vrai, si ça se met sur l'XRP Ledger le 30 septembre, bah, en 2024, on est clairement des fournisseurs de liquidité. On peut littéralement commencer à générer de l'argent, un revenu passif avec nos XRP. So,
Là, on va parler de la SEC. Procès XRP. Brad Garlinghouse nomme un nouvel avocat de la défense. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a nommé un nouvel avocat, Rahul Murray, avec un avis de comparution dans le procès XRP contre la SEC. Dans ce qui constitue une tournure surprenante dans le procès XRP en cours, le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, a recruté un nouvel avocat de la défense qui a déposé un avis de comparution devant le tribunal plus tôt dans la journée. Donc, selon les dossiers soumis au tribunal, Rahul Murray du cabinet d'avocats Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP comparaîtra désormais spécifiquement pour Brad Garlinghouse. Donc, vous le savez que leur affaire juridique qui touche Brad Garlinghouse et Chris Larsen va commencer à partir du deuxième trimestre 2024. Voilà, c'est un avocat pour Brad Garlinghouse, pas pour Ripple, pour Brad. Malgré le procès liant le duo du fondateur de Garlinghouse et Ripple Labs, Chris Larsen Murray a été désigné pour le premier, un positionnement qui a maintenant envoyé une onde de choc à l'écosystème crypto plus large, sur ce qui pourrait impliquer les mouvements de représentation unique. Donc là maintenant, chaque dirigeant, il a son propre avocat. Ok. Donc, au-delà des nombreuses hypothèses de l'écosystème, le procès XRP a en effet vu beaucoup de changements dans les représentations des avocats, à la fois de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, de Ripple Labs ou de l'un des défendeurs nommés dans le procès. Comme l'a rapporté CoinGate, précédemment, 2 des avocats représentant le régulateur de marché, Richard Best et Robert Moy, ont quitté l'équipe en août, créant un écart de représentation qui pourrait bientôt être comblé. Notamment, cet exode d'avocats est également propre à Ripple, et plutôt que d'alimenter les inquiétudes, la société a apaisé toutes les craintes, notant que le départ de certains de ses avocats n'impactera pas son argumentation concernant le statut du XRP. Bah oui, parce que plein de monde, quand ils voient des avocats sortir de chez Ripple, ils se disent « Ah, mais putain, est-ce que Ripple va perdre, etc. etc. » Mais en même temps, les gens pensent vraiment que Ripple leur doit des explications. Ripple ne te doit absolument rien. Parce que si Ripple te devait des explications et si Ripple devait faire des efforts pour que ton XRP monte dans le prix, ça veut dire clairement que XRP est un titre. Et là, on l'a pris tous dans le cul. Tu vois, c'est mort. Ok? Donc, c'est pour ça que Ripple n'a rien à foutre de ta gueule. Elle s'en fout complètement des investisseurs. Elle ne se fout pas des investisseurs. Bien sûr, elle sait qu'elle a une communauté qui existe, elle est autour d'elle. Elle prend soin d'elle et tout, mais elle ne lui doit rien. Ok, parce que si elle lui devait quelque chose, les gars, je pense que la SEC va gagner cette affaire. Mais le fait de voir des avocats sortir de chez Ripple ou sortir de la SEC, moi je pense pas que c'est quelque chose de sérieux. Parce que sûrement il y a des avocats, comme la dernière fois il y avait une avocate qui est tombée enceinte, donc elle était en congé de maternité. Ils ont leurs raisons personnelles quoi, tu vois. Rahul Murray est connu comme l'un des meilleurs avocats récompensés pour son travail dans des litiges complexes, ainsi que dans l'application des lois et les enquêtes, alors que les experts du secteur estiment que Garlinghouse et Larsen sont inutilement poursuivis en justice par le régulateur du marché. La présence de Murray dans l'équipe de défense du premier pourrait renforcer complètement son dossier. Ben ouais, parce que là maintenant ils ont attaqué tous les volets de Ripple. Ils ont attaqué les ventes institutionnelles, ils ont attaqué les ventes programmatiques, ils ont attaqué XRP. Et là ils ont attaqué les dirigeants. On n'a jamais vu ça sur aucune autre attaque que la SEC a fait sur d'autres entreprises crypto. Tu vois, là vraiment, là, ils ont vraiment attaqué Ripple de tous les côtés, là, la vérité. Tu vois. Et pourquoi attaquer Brad Garlinghouse et Chris Larsen si tu as attaqué Ripple? Tu vois. Donc là, vraiment, là, c'est parti très loin. Et là, c'est injuste. C'est pour ça que moi, je pense que Brad Garlinghouse et Chris Larsen vont gagner. Après, voilà, ça va être l'année prochaine. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura un règlement avant qu'il se fasse, avant que l'affaire juridique commence, ou on aura un règlement après que leur affaire juridique commencera, tu vois. Donc, on ne peut pas savoir. Mais moi, je reste confiant qu'on aura un règlement avant le deuxième trimestre 2024 ou peut-être pendant le deuxième trimestre 2024. Maximum comme Goldman Sachs. Qu'est-ce que je dis? Pas Goldman Sachs. Comme Goldman Sachs, il prévoit une baisse de taux d'intérêt. Ok, donc, dans ces alentours-là, je vois un règlement. Ça ne m'étonnerait pas. Je vais dire, ok, enfin, bravo, il était temps, tu vois. Mais ça ne m'étonnerait pas. Je vais pas être comme, oh my god, on a un règlement. Wouh. Oui, bien sûr, je vais être content. Mais je vais être comme, ok, cool. Ça fait du sens, tu vois. Résultat potentiel du procès. De nombreux acteurs de l'écosystème de la monnaie numérique s'attendent à ce que le verdict dans l'affaire de la SEC contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen soit rejeté. Car la juge Alyssa Torres a statué que la négociation de pièces XRP sur les marchés secondaires ne constitue pas des titres. Quelle que soit l'évolution de l'affaire, on s'attend à ce que les dirigeants de Ripple en sortent indemnes
ou avec une ordonnance minimale de payer un certain montant de sanctions civiles pour la partie des ventes institutionnelles. La décision actuelle, notons qu'elles sont des contrats d'investissement. Tu vois? Donc, on prévoit vraiment là qu'il n'y aura absolument rien. So, peut-être qu'ils vont avoir une amende. On paye. Merci, bonsoir. Ciao, ciao. Kristofferson vient d'acheter une voiture à 2 millions de dollars. Tu penses vraiment que cette amende-là va le stresser? Brad Garlinghouse, il est multimillionnaire. Tu penses vraiment que cette amende-là va le stresser? Vas-y, donne-nous l'amende. Finis cette affaire. Ciao, bye. Laisse-nous faire notre job. Parce que ces gens-là vont faire plus d'argent une fois qu'ils vont aller IPO. Tu vas voir. So, voilà quoi. Anyway. Yeah, c'est une question de temps. Patience, patience les boys. Patience, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis là avec vous. Je vous tiens la main. On fait des vidéos chaque jour. On fait des streams dès qu'on peut. On a le Discord. Je suis toujours sur Twitter. Je balance des informations. Tu vois, mais on peut pas changer les choses. On peut pas parce que c'est pas nous, Brad Garlinghouse. C'est pas nous, Gary Gensler. On peut rien faire. Nous, on est juste des investisseurs. Donc, tant que tu crois dans la technologie, tout ce que tu as besoin de faire, c'est la patience. Tu dois patienter. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout. Malheureusement, personne n'a dit que la patience était facile. La patience est une vertu, la patience c'est très dur. La patience dans chaque chose dans la vie, elle est importante. Et je pense vraiment que depuis que vous êtes dans la crypto, vous avez vraiment connu c'est quoi la patience. Parce que dans votre vie, vous n'avez jamais connu la patience. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu l'as fait direct. Quand tu travailles, tu reçois ton argent direct, après une semaine, après 2 semaines. Tu vois? Donc là, maintenant, là, tu me parles de hey, je vais recevoir mon argent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Pour toi, c'est la folie, ça ne marche pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est des choses que des gens beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus riches que nous, de loin, sont tous passés par là. Tu vois? Mais une fois que tu passes par ce premier processus, une fois que tu vas faire ton premier gros argent, qu'est-ce qui va se passer après? Après, tu as juste besoin de trouver l'opportunité. Tu vas tellement mettre beaucoup d'argent dessus, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que ça fasse un x10, x15. Juste un x2, x3, tu as fait énormément d'argent parce que tu as investi beaucoup d'argent dessus, tu vois. Après, ça va être facile de faire de l'argent. Comprenez? Mais là, c'est le début. On avance. Et là, c'est le dernier article. La vidéo, elle n'est pas trop wow. Je la file pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire dans les fondamentaux. Oui, il y a beaucoup de choses à dire aussi dans XDC, peut-être un peu Telcoin, etc. Mais les gars, venez dans le Discord et vous allez voir. Ripple CTO, les validateurs XRP Ledger aident à maintenir l'ordre, pas à contrôler les nœuds. Bien sûr, les validateurs que Ripple choisit, donc les validateurs de confiance, aident à maintenir l'ordre. Donc, c'est pas Ripple qui vient et dit, tu sais quoi, je vais brûler le escrow. Ah, Ripple vient et dit, ouais, je vais faire ça quand je veux. Tu vois, non, ça marche pas comme ça. Parce qu'on a une structure, une architecture que le monde entier est reposé sur elle. Donc, on ne peut pas laisser le contrôle à une entité ou une personne. Ça ne fait aucun sens. On va détruire la confiance qu'on a sur le réseau. En ayant des validateurs de confiance éparpillés dans le monde entier, ça ramène une décentralisation. Et aussi, un validateur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit toujours avoir le OK d'un autre validateur. Donc, il y a un consensus ici. Donc, un OK de 80%. Donc, même les validateurs, même si tu es là sur le réseau, tu es en train de valider, tu es en train de maintenir l'ordre, c'est pas parce que tu es en train de maintenir l'ordre que tu peux faire ce que tu veux. Donc, il faut toujours que tous les validateurs soient alignés sur la même longueur d'onde pour qu'ils puissent décider un truc, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime l'architecture du XRP Ledger parce que c'est vraiment démocratique, c'est un consensus. Tu vois, donc par exemple, il y a un gars sur Twitter qui m'a dit si moi je crée un serveur qui représente tous les validateurs, est-ce que je peux décider pour moi-même de brûler le escrow? Non, parce que si tu crées un serveur et tu représentes tous les validateurs, tu es devenu centralisé. Tu vois, tu enlèves l'éthique du XRP Ledger qui est la décentralisation. Et comment les validateurs vont dire OK à ton serveur? Comment tu sais que les validateurs vont accepter de se faire représenter par ton serveur? Ils ont leur propre serveur, ils ont leur propre délire, ils ont leur propre objectif. Donc pourquoi je vais me faire représenter par ton propre serveur? Pour que toi, après, tu prennes une décision avec laquelle je ne suis pas d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que la décentralisation, elle est nécessaire ici. Et la décentralisation, elle est indispensable. Elle est là sur le XRP Ledger depuis très longtemps, depuis le jour 1. Tu vois? Et les validateurs de confiance sont très importants. C'est pour ça que Ripple a choisi les validateurs. Parce que si tu veux un validateur de confiance que les gens respectent, ben, tu as besoin d'un validateur de confiance pour maintenir l'ordre. Tu ne peux pas avoir un validateur qui fait ce qu'il veut, comme il veut,
sans maintenir l'ordre et il facture les frais de transaction qu'il veut, comme il veut. Tu vois, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir une architecture mondiale sur laquelle le système bancaire sera reposé et les paiements transfrontaliers seront reposés. Ça ne marche pas. Tu comprends? Donc, David Schwartz, directeur technique de Ripple Labs, a déclaré que la fonction principale des validateurs est d'aider les nœuds à confirmer les transactions conflictuelles. Les nœuds peuvent identifier les transactions, accéder aux journaux. En fait, il y a les validateurs et il y a les validateurs de confiance. Les validateurs de confiance, c'est eux qui peuvent prendre des décisions. Et le validateur, n'importe qui peut devenir validateur tant que tu as le matériel qu'il faut, etc. Mais tu ne pourras pas être le validateur de confiance parce que Ripple ne t'a pas choisi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a deux types de validateurs, juste pour qu'on on met les points sur les i. Donc, les nœuds peuvent identifier les transactions, accéder aux journaux de transactions et identifier les transactions valides. Les validateurs du XRP Ledger coordonnent l'activation des fonctionnalités, mais ne peuvent pas forcer les nœuds à les accepter. Dans un récent tweet sur X, anciennement Twitter, David Schwartz, directeur de la technologie chez Ripple Labs, a clarifié le rôle des validateurs dans le XRP Ledger. La blockchain publique décentralisée qui soutient le jeton XRP, selon lui, la fonction première des validateurs est d'aider à confirmer les transactions conflictuelles et à prévenir une panne du système. Ça, on est clair. Je pense que tous les validateurs qui se trouvent sur chaque blockchain sont là pour prévenir une panne de système et sécuriser le réseau. Mais les validateurs de confiance ont un meilleur rôle qui est prendre des décisions. Tu vois, donc un validateur n'est pas automatiquement un validateur de confiance. Tu comprends? Schwartz a déclaré que la seule façon d'interagir avec le XRP Ledger est via un nœud que tout le monde peut exécuter. Tu vois, tout le monde peut l'exécuter. Il a ajouté que si les utilisateurs choisissent de ne pas utiliser un nœud, quelqu'un d'autre exécute un nœud qui leur permet d'interagir avec le grand livre. Il a assimilé cela au fait de placer sa confiance entre les mains de quelqu'un. Pour souligner davantage le rôle des nœuds dans le grand livre, Schwartz a ajouté que les nœuds n'ont pas besoin de validateurs pour identifier les transactions valides. Selon le message, tous les nœuds ont accès aux journaux de transactions et aux règles de transaction qui ont été rendues publiques. En outre, il a déclaré que même si les nœuds peuvent se mettre d'accord sur des transactions sans validateur, ils ne peuvent pas résoudre le problème de la double dépense, qui consiste simplement pour un utilisateur à dépenser 2 fois la même unité de crypto-monnaie. Tu vois, c'est technique ici, mais on voit clairement comment la sécurité elle est faite ici. C'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi comme il veut, quand il veut. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment une confiance, il faut vraiment une façon de faire, tu vois. Donc, les nœuds, oui, ils n'ont pas besoin de validateur, mais ils ont quand même à un moment donné besoin de validateur pour éliminer la double dépense, tu vois. Etc., etc. Donc, on voit clairement que c'est une architecture qui est très bien réfléchie ici. Selon Schwartz, un utilisateur peut saisir 2 transactions authentiques, mais contradictoires sur le réseau. Par conséquent, les nœuds doivent se mettre d'accord sur la transaction à accepter ou à échouer afin que le système ne tombe pas en panne. Tu vois? Donc, un utilisateur, donc un validateur, peut saisir 2 transactions authentiques, mais contradictoires. Donc là, l'utilisateur, il peut avoir 2 transactions authentiques contradictoires, mais grâce au nœud. C'est le nœud qui va décider quelle transaction accepter. Donc, le nœud n'a pas vraiment besoin du validateur, mais il a besoin du validateur pour éliminer la double dépense. Mais un validateur a besoin du nœud pour valider la transaction. Parce que sans le nœud, le validateur, il ne saura pas si c'est une transaction authentique ou contradictoire. Selon le message, Schwartz a déclaré que c'était important et souligne pourquoi les validateurs sont nécessaires dans l'écosystème XRP Ledger. Grâce aux validateurs, les nœuds peuvent contourner les transactions tout aussi valides mais contradictoires. Donc les nœuds ont besoin de validateurs. Parce que regarde, okay, c'est tellement technique, c'est incroyable. Ici, ils te disent... Ils viennent te dire que les nœuds n'ont pas besoin... Ah ok, donc voilà, c'est moi qui s'est trompé. Ah voilà, c'est ça. Les nœuds n'ont pas besoin de validateurs pour identifier les transactions valides. Donc les nœuds identifient les transactions valides par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de validateurs. Parce que l'utilisateur ne peut pas savoir... parce que l'utilisateur peut saisir 2 transactions authentiques mais contradictoires. Donc, c'est les nœuds qui valident la bonne transaction. Mais les validateurs sont nécessaires pour les nœuds.
Les nœuds peuvent contourner les transactions tout aussi valides mais contradictoires. Je suis désolé les gars parce que même moi, ces choses-là techniques comme ça, je suis en train de les apprendre. Je ne suis pas très un expert là-dedans. Là. Je ne suis pas un développeur, donc c'est sûr et certain que j'ai des lacunes là-dedans. Mais ça fait plaisir de comprendre tout ce monde-là, le XRP Ledger. De plus, Schwartz a précisé que les validateurs coordonnent également l'activation des fonctionnalités sur le XRP Ledger. Cependant, les validateurs ne peuvent pas forcer les nœuds à accepter les fonctionnalités qu'ils ne souhaitent pas accepter. Ok, donc voilà. Et je suis désolé si je parle mal parce que je suis anesthésié là. Donc je mâche mes mots. Voilà quoi. So yeah, pas grand chose à dire aujourd'hui. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire. C'est pas parce que cette vidéo là, ça parle que de 5 articles qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais sur le Discord, j'ai énormément de choses à dire. N'oubliez pas, on est le 26 septembre, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour le 1er octobre. Et c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Je vous invite à venir dans le Discord. On parle macroéconomie, on parle de plein de choses. La vérité, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre apprentissage. Et n'oubliez pas, je vais commencer à mettre des vidéos statiques pour les membres seulement de YouTube. Donc des vidéos incroyables que vous allez aimer, qui parlent de plein d'opportunités, qui parlent de fondamentaux.